très, très bien organisée et comme nous l'avons vu tout de suite, c'est vrai, elle joue sur les deux champs en utilisant, en appliquant certaines ressources linguistiques au procédé de la littérature fantastique, du genre fantastique, et je suis parfaitement d'accord qu'on peut euh, utiliser justement, employer ces outils pour parler des, des formes du genre et pour les spécifier davantage. Donc, merci pour cette réflexion. Non, non, le temps n'a pas été dépassé. Ça s'est très, très bien passé. Donc, peut-être que nous reviendrons d'ailleurs à certains éléments que tu as mis dans ton exposé. Et, euh, et je voudrais lancer la discussion. Donc, vous pouvez me le signaler par tous les moyens que vous avez à votre disposition parce que ça dépend, je pense, de votre situation technique. Donc, vous pouvez tout simplement intervenir en levant la main ou alors en levant la main euh, digitale ou vous pouvez à la limite écrire sur le chat. Je tâcherai de suivre aussi voilà, je suis prête à éventuellement recevoir des questions sur le chat. Toutes méthodes sont bonnes pour communiquer et pour discuter autour de ces notions. Avant que d'autres se manifestent avec leur curiosité, moi j'en ai une. Et quand tu parlais de quelque chose de, euh, il m'est venu à l'esprit sans que je l'ai vraiment, que j'en ai autre chose qu'une idée assez vague, justement. Ça tombe très bien. Une expression très, très répandue au 19e siècle, autour de laquelle on a beaucoup écrit. Mais justement, c'est là où je manque de savoir. Ça m'est juste passé comme ça dans mes lectures. Et notamment, je ne sais quoi. Ah, ça apparaît très souvent dans le texte. La littérature, c'est la littérature fantastique, c'est la littérature du jeu, oui. Mm. C'est la littérature de la subjectivité. Mais en fait, souvent, les personnages, oui, on dit que c'est la littérature aussi de je ne sais pas quoi, je ne sais quoi, on annonce de façon vraiment explicite l'impossibilité de décrire ce qui se passe. Mhm. Et en fait, j'ai une petite partie dont, bon, c'est pas si petit, mais j'ai une partie consacrée exactement à cette formulation. Je ne sais pas, cette façon directe, explicite de dire, je sais pas décrire ce que c'est. Ça veut dire que toutes les phrases qui sont introduites par il me semble, ben aussi il paraît peut-être, ce sont des phrases qui euh, qui par lesquelles on dit qu'on n'arrive pas à décider, qu'on n'arrive pas à dire que ce qu'on voit est réel ou non, est possible ou non, est vrai ou non. Hmm. C'est une façon, voilà, directe d'exprimer ce doute. Parce que ce n'est pas seulement le lecteur qui doute. Bon, là, je sais que je mélange deux niveaux, les niveaux littéraires, les niveaux linguistiques. Et ma présentation, elle était un peu à la frontière entre les deux. Mais vraiment, dans mon livre, dans mon HDR, je vais me concentrer surtout sur cet aspect linguistique. Ça veut dire, je vais pas lister parce que c'est pas c'est pas mon objectif, mais je vais essayer vraiment de nommer linguistiquement les moyens qui ont été déjà nommés par des littéraires. Parce que des littéraires, ils parlent des métaphores, ils parlent des comparaisons, ils parlent de l'approximation juste, voilà, en proposant des listes de ces marqueurs d'approximation. On parle de l'indicible, alors on dit, on ajoute certains adjectifs qui expriment cette idée de ne pas pouvoir dire. Parce que là, ce que j'ai fait pour aujourd'hui,
je voulais me situer, et je voulais que ça soit intéressant aussi bien pour des linguistes que pour des littéraires. Et j'ai essayé de joindre les deux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, et il reste toujours encore un moyen de trouver. Merci beaucoup, oui, bien sûr. Je vois surtout que je vois que Madame Małgorzata Nowakowska a Avec levé la main. professeur Nowakowska. Mhm. Donc, je vous donne la parole. Voilà. Merci. Bonjour, ce Bonjour. samedi matin. Oh, alors, moi, je voudrais dire que le projet est très, très intéressant et il touche quelque chose qu'on voit récemment dans les études linguistiques. Je ne sais pas si vous savez, parce que vous êtes romaniste et on vous voit rarement, pratiquement jamais au colloque de Société polonaise de linguistique. J'ai fait toujours la publicité de ce colloque chaque année Oui, je sais. annuel. Et le dernier a été, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier, de toute façon, il y a un volume, je pense, qui est sorti maintenant, à savoir sur justement le travail des linguistes sur des corpus littéraires. Donc, Mhm. vous êtes bien dans le bain maintenant, dans les études. Il y a de nouveau, j'espère que cette rupture est inadmissible entre les chercheurs littéraires et linguistes vraiment commence à être moins grande. Et moi, je pense que justement, depuis longtemps, on en parle entre littéraires et linguistes, mais on devrait faire quelque chose ensemble. En Oui. fait, vous représentez cette union. Et donc, et puis le projet est très intéressant. Par ailleurs aussi, je pensais à une approche un peu statistique comme que vous représentez. Mhm. Pense que et je vois un poloniste qui le fait avec un grand succès, c'est Maciej Eder qui Oui, je connais. voilà, voilà. Donc, c'est vraiment maintenant, c'est dans l'air du temps. Donc, et puis, c'est très intéressant justement de vouloir, c'est assez audacieux, vouloir identifier le genre par des marqueurs linguistiques. Et moi, j'ai plutôt des remarques que des questions. Des questions, oui, les questions seraient statistiques ou autres, mais des remarques, si vous permettez, j'en ai un certain nombre, mais surtout la première, vos exemples. Moi, je pense que ce qu'on voit, ce n'est pas tellement quelque chose de comme si. Ce n'est pas Mhm. convaincant de dire ça, parce que cet exemple, comme vous avez dit, comme si elle était morte, c'est tout le monde. Mhm. Plein de, moi, je peux dire partout dans la Oui, littérature. mais non, excusez-moi de vous interrompre, mais dans ce cas-là, comme si elle était morte, ce qui est, on est dans J'ai le pas cadre fini, j'ai du pas fini. Moi, je fantastique. suis pas Ok. contre. Tellement, à mon sens, il faut pas présenter. Vous l'avez fait, mais il manque un mot. Ce qui m'a Mhm. manqué, c'est la construction. C'est une Ah, la construction. construction. Mhm. Oui. Comme ça, si vous pensez en termes de construction, vous aurez changé votre présentation. Ça veut dire non pas mettre seulement comme si, mais comme si plus ce qui apparaissait. Ça veut dire Mhm. plus et plus ou quelque chose. Et après, vous avez dit mais quelque chose d'innommable, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter Oui. à juste ces marques d'approximation qui, par ailleurs, on comprend ce que c'est, etc. Mais dans vos exemples, ce que je vois, c'est la combinaison avec quelque chose d'autre. Quoi? C'est à vous de le savoir. Mais Mhm. moi, intuitivement, j'ai vu qu'il y avait justement ce que vous avez décrit, ces adjectifs qui ont des sens négatifs, qui, par ailleurs, peut-être c'est pas suffisant, il faut dire justement innommable, comme vous avez dit, autre chose. Ou comme si après il y avait ce on qui est identifié. Moi, j'irais dans quelque chose qu'on appelle construction. Ne soyons Mhm. pas non plus, parce qu'il y a quelque chose comme grammaire de construction, mais je n'irai pas jusque-là. Mhm. Tout simplement voir, moi dans ma tête, ça veut dire dernièrement, moi je ne pense pas qu'on parle par mot, en fait. Moi je pense Mhm. qu'on parle par les constructions. Oui. Je pense en disant ça à un certain moule qu'on a dans la tête
la même chose pour quand on apprend une langue étrangère. Ce n'est pas par des mots parce qu'on fait des fautes. Non, il faudrait avoir déjà une structure qu'on remplit et ça marche dans la communication. Et je pense que quand on écrit aussi, on suit des schémas, des Ouais. trucs pour exprimer quelque chose. Donc, c'est mon impression et je pense que ça rendrait votre présentation de ce que vous voulez faire beaucoup plus convaincant, je dirais. Et Mhm. non pas seulement s'attacher à quelque chose que des linguistes ont écrit comme, ou qui n'ont pas encore écrit, comme vous avez bien montré. Mhm. Je pense que ça donnerait plus si vous cherchiez à avoir des constructions, en fait, de quelque chose Mhm. qui combine. Parce que ma question, c'est la statistique. Ça veut dire il faudrait voir à quelle fréquence, quel type de mots font justement cette construction. Et ça, c'est vraiment à découvrir, un travail. Comment vous faites pour vous compter, comment vous... Moi, en fait, j'ai un corpus électronique et je travaille soit avec Sketch Engine, soit avec. En fait, j'utilise des applications qui permettent de faire des analyses statistiques. Mais, et je l'ai souligné dès le début que ma démarche, c'est la démarche hypothético-déductive. Ça veut dire que d'abord, quand je suis littéraire au départ, parce que je fais ma thèse en littérature, et la littérature fantastique, c'est quelque chose que j'adore en fait. J'adore lire. Et on sait très bien qu'on peut lire un texte fantastique seulement une fois que l'effet est produit seulement pour la première fois. Oui, quand on le lit pour la première fois. Et, moi, je vois ça comme un tout. Et en fait, c'est pourquoi j'ai souligné tous ces éléments. Ici, je voulais juste extraire de quelques structures, mais en fait, c'est l'accumulation de tous ces moyens permet d'aboutir à cet effet d'hésitation, à cet effet de doute, d'indécision. Parce que, en fait, il s'agit de douter. Le lecteur doit douter. En fait, on produit l'effet de suspense un peu. Et moi, j'ai fait une étude même de la construction, se faire entendre, et là, je l'ai analysé vraiment en contexte, dans des phrases, parce qu'on ne peut pas, comme vous le dites, comme si dans un contexte journalistique, n'aura pas du tout la même signification. Pour ça, je parlais de la construction. C'est ces éléments que vous avez fait ensemble sont convaincants. C'est vraiment, on est dans le fantastique. Et par, Par ailleurs, excusez-moi, par ailleurs, à propos de votre approche, de votre méthodologie. Alors, moi, bon, j'aime bien lire du Todorov, mais j'appliquerai jamais dans ma démarche linguistique. Quand je vois, quand il dit hésitation, moi, je sais pas qui hésitait quoi. Moi, je suis linguiste. Alors, si vous dites approximation, etc., je comprends ce que c'est comme linguiste. Et par ailleurs, les termes sont très importants. Quand vous utilisez le terme de Todorov qui est littéraire, et vous laissez un doute justement, parce que vous utilisez un terme hésitation, on ne sait pas qui hésite et qu'est-ce que c'est. Moi, je ne sais pas. Moi, je prends. Et par contre, si vous dites sous-déterminé, je sais ce que c'est. Je pense que les linguistes le savent, mais moi, ici, je préfère un autre terme parce que je me suis posé. C'est très intéressant. D'ailleurs, c'est de nouveau vous touchez quelque chose de très, un peu dangereux, je dirais, un peu outré. Et ça veut dire, parce que vous utilisez ces termes, vous avez bien dit vague, ambiguïté. C'est oui, vraiment, c'est vraiment un challenge. oui. Oui. Alors, à propos d'indétermination, sous-déterminé, est-ce que c'est pas comme ça? Moi, je veux pas vous dire ce que j'ai fait. Je dis, je vais faire quelque chose maintenant, j'ai pas le temps. C'est sous-déterminé, je sais pas. Mais dans votre situation, je sais pas nommer. C'est indéterminé, c'est sous-déterminé. Moi, Oui, peut-être voilà, ou bien non déterminé, je sais pas. Mais peut-être mhm. je cherche midi à 14 heures ici, mais vous voyez à quel point le terme peut vous aider à vraiment appeler, nommer ce que dit. Par Mhm. contre, Todorov, moi, je comprends rien d'hésitation. Moi, j'hésite pas ou j'hésite ou je sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec vos textes fantastiques. Oui, mais en fait, Je me tais, je pense qu'on pourrait discuter à l'université oui, encore. C'est très oui, intéressant. avec plaisir, vraiment avec plaisir. Mais ici, j'ai un ouvrage de référence pour moi.
C'est un livre de Laure Anne Johnson, La sous-détermination référentielle et les désignateurs vagues en français contemporain. Mais en fait, bien sûr, j'ai lu Kléber, qui sera mon point de référence, voilà, parce que c'est. Et j'ai eu aussi plusieurs discussions avec Madame Teresa Moore, parce que. Parce que euh, c'était un sujet depuis les années 80, je pense, vague, vagueness, tout Oui, ça. et du coup, il est vraiment difficile de définir ces notions. Il existe plusieurs définitions, mais elles sont différentes. C'est pourquoi j'ai choisi ce flou qui n'est pas, à vrai dire, une notion, un terme, parce que ça permet d'englober. Flou Et est vraiment indéterminé ou non déterminé. voilà, voilà, flou référentiel, ça couvre, je pense, toutes ces notions. Euh, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Merci, c'est vraiment très, très bien. Ça valait la peine de rester à difficile. Merci, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Voilà, donc on a eu droit à une belle discussion passionnante et on promet la suite, comme j'ai bien entendu, donc tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres observations, remarques? Est-ce que vous avez des suggestions? Vous pouvez parler full flow, vous savez, vous ne devez pas être concret pour une fois, c'est rassurant. Euh, euh, tu n'as pas... euh, tu as insisté sur le fait que ton point de départ ou ta démarche ne s'appuie pas sur la statistique, euh, Mhm. si peu. Et Ça dépend. voilà, parce que dans tes exemples, tu commences par comme si, et là, tu nous as dit que le subjonctif passé d'ailleurs était le plus représenté, c'est-à-dire qu'il y avait le plus Le plus d'occurrences. le Mhm. plus. Et ma remarque, mais bon, tu ne l'as pas, tu l'as juste dit, mais je Mhm. pense que l'explication elle est tout à fait simple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la narration de ces textes du 19e siècle, Voilà, c'est le 19e siècle, aussi ça explique le recours. Après, ça a été remplacé par les conditionnels, oui. Mais le 19e siècle, il imposait en fait l'emploi, il préférait l'emploi de subjonctif plus que parfait. c'est surtout qu'il racontait au passé. Oui, Ah, la narration se passe au temps passé, c'est la narration oui, classique. c'est ça, c'est surtout ça. Mais c'est vrai il y a plusieurs éléments à prendre en compte et ce qui me pose des problèmes, c'est les problèmes de définition. Mais je vois vraiment une régularité. Et même si, bon, j'utilise des outils statistiques. Même j'ai fait un article sur se faire entendre où je montre que cette structure apparaît beaucoup plus souvent dans les textes fantastiques, dans les nouvelles fantastiques, dans mon corpus que dans le corpus journalistique de Frontex. Oui. Et les occurrences que je trouvais, les exemples que je trouvais sont complètement différents par rapport aux exemples trouvés dans le corpus journalistique. Je ne peux pas dire tout simplement que quelque chose est caractéristique pour la nouvelle fantastique sans m'appuyer aussi sur des statistiques. Mais les statistiques ne sont pas le point de départ de mes analyses. Le point de départ de mes analyses, c'est la lecture. J'ai déjà commencé par la lecture. Je lis et c'est après, en lisant, je cherche des éléments qui, d'après moi, peuvent être importants. Après, je les applique au corpus, je les cherche dans mon corpus. Je fais des comparaisons pour pouvoir dire, voilà, ça peut être significatif dans mon texte. Parce que parce que c'est pas la fréquence forcément qui compte. Parce que cette fréquence, elle doit être analysée et vue en fonction du nombre de mots dans le corpus. Même si la fréquence de certains mots est beaucoup plus basse dans mon corpus, ces constructions, ces mots peuvent être spécifiques pour le type de texte analysé. Et d'ailleurs, il y a des programmes qui permettent d'analyser la spécificité des lemmes, surtout des lemmes, et c'est pas forcément ce qui est le plus, les constructions les plus fréquentes, les mots les plus fréquentes ne sont pas forcément les mots les plus spécifiques. On voit cette disproportion parce que pour pouvoir parler de la spécificité, il faut se référer au corpus de référence.
Et ce que je fais, pour moi, le corpus de référence, c'est le front texte. C'est le front texte où j'utilise aussi l'outil de Olivier Creff, Lexicoscope, et il y a aussi Sketch Engine avec des textes littéraires. Alors, non, cette analyse, elle sera pas seulement intuitive, oui, elle va s'appuyer sur des données, sur des statistiques aussi, mais les statistiques, c'est pas le point de mon départ. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des recherches, il y a des chercheurs qui commencent par les statistiques. Et je pense que c'est faux. Que c'est faux dans le cadre de la littérature. Parce que la littérature, c'est la créativité. Et alors, ce qui est l'analyse statistique des textes scientifiques va se passer différemment. Et l'analyse statistique des textes littéraires, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Et je ne parle pas ici des structures qu'on va recevoir. Alors, chercher des unités, chercher la statistique dans le type de texte qui est caractérisé par la créativité. Les statistiques sont importantes, mais ce n'est pas le point de départ. Je confirme tout à fait. Nous parlons du style, nous parlons des effets d'originalité voulus. Tous les écrivains de ton corpus sont des écrivains éminents qui, justement, tablent sur cette originalité et sur des effets de style qui les démarquent des autres. Mais ce qui est important aussi, je vais ajouter encore une chose, si j'arrive à décrire tous ces procédés, ils pourront être utilisés dans d'autres types de textes. Ça veut dire que si j'ai un thriller, si j'ai un horreur, un film d'horreur, un film d'horreur, un roman, oui, ça veut dire que les auteurs puisent dans ces constructions pour créer un effet particulier. Cet effet de suspense, par exemple. Bon, on va dire que c'est suspense, hésitation. Là, on peut ne pas être d'accord sur les notions, voilà, qu'on utilise, mais en fait, plusieurs genres textuels vont puiser dans ces moyens, parce que on crée l'hésitation de la même façon. Et ces moyens sont plutôt finis pour créer cet effet d'hésitation. Après, bon, on peut en inventer d'autres, mais je sais pas, la structure passive, tout ce qui permet, par exemple, de cacher l'agent de l'action, tout ce qui est occulte. Et là, on est au niveau de la grammaire. Oui. Mais alors, tout a son début dans la langue, dans les phrases, dans les mots qu'on choisit, dans les structures grammaticales même. C'est mon point de départ. Voilà. Qu'on arrive à atteindre un tel ou tel effet, que l'auteur arrive à créer un tel ou tel effet, grâce aux stratégies linguistiques, grâce aux moyens linguistiques. Sinon, ce ne serait pas possible. Les auteurs, ils font recours aux mêmes stratégies. Évidemment, c'est la matière, la langue, dont on Oui. des choses. Renata, qui a une question. Merci. Margot, je pensais au début de te poser la question concernant le choix de la littérature fantastique, mais tu as déjà répondu. Donc, j'ai une autre idée, parce qu'on parle souvent de la spécificité du fantastique belge. Et si j'ai bien vu, ton corpus s'appuie sur la littérature française. Française. Mais j'ai également, mais je m'appuie surtout sur, j'ai des textes du 19e siècle, j'ai aussi des textes traduits. Ce qui a été, on m'a fait une remarque par rapport au texte traduit, mais je pense que si, je pense ici par exemple au texte de Lovecraft, oui, de Alain Edgar Poe aussi, alors des auteurs qui ont été traduits en français. Et on m'a reproché d'intégrer dans mon corpus ce type de texte. Mais à vrai dire, s'il y a une matrice d'un genre, ça veut dire qu'elle doit être reprise même pendant la traduction. Ça veut dire si quelqu'un crée un roman, un conte fantastique, ben
sera un conte fantastique en polonais, en français, en anglais, peu importe la langue. Ça veut dire que ces éléments, ces stratégies doivent être transmis, peu importe la langue. Mhm. Oui, mais là, c'est un peu plus facile peut-être parce que la littérature belge s'écrit directement en français et celle francophone, bien sûr. Oui. Donc, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue que ça pourrait être intéressant peut-être de prendre un ou deux textes à titre d'exemple et voir si ça se passe de la même manière. Je sais pas. Oui, c'est une très bonne idée, je pense. Oui, c'est Ok. une très bonne idée. Oui, Richard Chiva, qui en fait, il s'occupait de la Oui, littérature donc je sais que vous êtes un centre important de la littérature belge. belge, donc Oui. tu as déjà acquis t'adresser pour bien choisir le corpus. Et ça pourrait être vraiment intéressant parce que la littérature belge, la première caractéristique, le fantastique, très souvent les gens s'occupent de ce genre parce que c'est assez fréquent quand même. Mais c'est une très bonne idée et je vais vérifier sur quelques textes. Je vais les comparer, même pour vérifier le fonctionnement des constructions que je présentais, des structures que je présentais aujourd'hui. Voilà ce que tu as déjà Mhm. préparé pour voir si ça marche de la même manière. Voilà. OK, merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Je regarde un peu partout. J'espère que je ne nommais personne. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques, suggestions, idées? Euh, Sinon, peut-être qu'on va laisser notre conférencière déjà peut-être un peu fatiguée aller se reposer. Comme vous tous, peut-être vous rendre à vos occupations de ce samedi qui, je ne sais pas, même ici à Toulon, s'annonce un tout petit peu moins pluvieux que hier parce que hier, il a plu tout le temps. Et donc, tout en remerciant tous nos invités et surtout notre conférencière, vraiment un grand merci pour la clarté et la précision de tout. La précision, j'ai bien dit. Merci. Je vous remercie encore une fois.